Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le fond, on va faire une formation sur la saisie à la source. Évidemment, là, comme vous savez, la saisie à la source, pour ceux qui en ont déjà fait, vous avez plusieurs catégories, donc unifamilial, copropriété, fermette, terrain, etc. Évidemment, on ne va pas être en mesure de toutes voir les catégories, puisque le temps ne va pas nous le permettre. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est important de se souvenir, c'est que même si, par exemple, aujourd'hui, on va faire une unifamiliale, vos réflexes et vos intuitions doivent être les mêmes pour les autres catégories. Donc, la saisie est très semblable et très similaire, malgré le fait qu'on change d'une catégorie à une autre. Donc, vous ne devriez pas non plus être dépaysé si jamais aujourd'hui on fait une unifamiliale, puis demain matin, vous devez faire une copropriété. Il y a vraiment juste certains champs, évidemment, qui vont être modifiés, étant donné que ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Mais par contre, vous ne devriez pas être dépaysé dans tous les cas. Donc, juste gardez ça en tête, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Là, évidemment, ça, c'est ma plateforme de formation, comme vous pouvez voir. Vous, en tant que courtier, vous avez une deuxième section, donc, autre modification d'inscription, vous avez une section qui s'appelle copier-coller. Donc ça, je considère que c'est une section que les courtiers ne prennent pas le temps de profiter, si on voit ça comme ça, le plus possible de cette section. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Étant donné la situation actuelle, on va dire que au courant du mois de mars, au courant du mois d'avril, certains contrats de courtage ont été expirés. Donc, le vendeur s'est dit, moi, je veux rien savoir de visite pendant la situation actuelle, je veux expirer mon contrat, puis on s'en reparle lorsque la situation va mieux aller. Donc là, la situation commence à mieux aller, on va tranquillement être en mesure de refaire des visites. Puis là, votre client, votre vendeur qui a expiré votre contrat avec vous, vous dit, OK, monsieur ou madame XYZ, j'aimerais ça refaire un nouveau contrat de courtage avec vous, puis j'aimerais ça refaire ma propriété. Fait que là, vous êtes content, évidemment, vous avez un nouveau contrat. Par contre, est-ce que vous êtes obligé de tout refaire votre saisie? Vous avez pris du temps et de l'effort pour tout faire votre saisie. Est-ce que vous êtes obligé de tout refaire au grand complet? La question, évidemment, la réponse, évidemment, c'est non. Donc, vous prenez l'ancien numéro centriste que vous aviez original, puis vous le rentrez dans la section de copier-coller, puis en cliquant sur le crochet, le système va vous dire, voulez-vous copier la saisie de données? Voulez-vous également copier les photos? Donc, évidemment, vous cochez oui, oui, oui. Puis, vous allez voir que votre saisie au grand complet va être copiée. Donc, vous ne serez pas obligé de tout refaire. La seule différence, c'est que la première page ne va pas être remplie. La première page va être vierge. Pourquoi? Parce que c'est la première page, comme vous le savez déjà, c'est la page où on rentre le numéro de contrat de courtage, le prix, le courtier inscripteur, ce genre de données-là. Donc, évidemment, vu que c'est un nouveau contrat de courtage, les données risquent d'être différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a juste la première page qui est différente, mais le reste de la saisie, tout est pareil. Donc, ça peut vous sauver beaucoup, beaucoup de temps à ce moment-là. Puis, évidemment, vous pouvez juste faire un copier-coller si c'est vous qui avez inscrit la propriété au départ. Donc, on va dire que vous êtes deuxième courtier inscripteur, puis que votre collègue, c'est lui qui a rentré la saisie dans son système à lui, dans sa saisie. Puis, par exemple, le contrat est expiré, puis le vendeur vous appelle, puis il dit, là, moi, j'aimerais ça faire affaire avec toi seulement et pas à ton collègue. Ben, vous n'allez pas être en mesure de copier la saisie parce qu'elle ne vous appartient pas. Même si vous étiez deuxième courtier inscripteur, vous n'aviez pas de votre côté commencé la saisie à partir de votre compte centriste, donc vous n'aurez pas accès à ce moment-là. Donc, juste faire attention. Euh, c'est ça. Donc, le copier-coller, c'est seulement pour recopier notre propre inscription. Donc, si c'est vous qui l'avez rentré dans le système à partir de votre compte centriste, étant donné que la saisie vous appartient, c'est juste vous qui êtes en mesure de faire le copier-coller. Vous n'allez pas être en mesure de faire un copier-coller si par exemple vous étiez deuxième ou troisième courtier inscripteur. Pourquoi? Bien, parce que la saisie ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous qui l'aviez rentré dans votre compte centriste, malgré le fait que vous étiez deuxième courtier inscripteur. Là, évidemment, j'ai un courtier qui me dit qu'il ne semble pas avoir de son. Ça semble être la seule personne. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je vais y écrire, donne-moi juste un petit instant.
Ah, parfait. Donc, tout fonctionne de votre côté. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une nouvelle inscription, puis on va prendre la catégorie unifamiliale. C'est la plus utilisée. Évidemment, comme je mentionne, je ne pourrais pas être en mesure de faire toutes les catégories. Par contre, vos réflexes et vos intuitions doivent être les mêmes pour les autres catégories. C'est très, très, très similaire, évidemment, à certaines sections près. Donc, donc ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est la première page de la saisie. Si ça ne vous dérange pas, M. Métivier, là, vu que vous m'avez posé une question, étant donné qu'on est dans la plateforme de saisie et formation, est-ce que ça vous dérange si je prends votre nom ici comme le test? L'inscription ne va jamais être soumise dans le système. Elle ne va pas non plus apparaître dans votre plateforme. On est dans l'environnement formation. Donc, c'est juste pour faire la démonstration d'aujourd'hui. Parfait, merci. Donc, à ce moment-ci, vous devez ajouter, par exemple, tous les courtiers inscripteurs qui font partie du contrat de courtage. Donc, en fait, c'est très simple. Vous avez la section du petit plus. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous allez ajouter toutes les personnes qui font partie du contrat de courtage, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire leur nom au grand complet. Donc, si par exemple, je prends l'exemple avec M. Métivier, je vais juste écrire ME ici, puis dans prénom, je vais écrire JO. En cliquant sur Rechercher, ça me donne toutes les sections, mais tous les courtiers qui correspondent à les deux lettres que j'ai ajoutées dans chacune des sections. Donc, si maintenant je descends ici, bien, vous pouvez voir que Jonathan Métivier est directement ici. Je vais juste cliquer dessus et le tour est joué. Donc, je peux faire la même chose, on va dire, si je prends n'importe qui d'autre, on va dire ici, vous pouvez voir que Mme France Gibson, je peux aussi l'ajouter sans problème. Je vais juste cliquer sur son nom et le tour est joué. Vous pouvez, par exemple, changer l'ordre de qui va apparaître en premier. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en temps et lieu. Évidemment, avant qu'on poursuive, c'est important que vous compreniez qu'à chacune des pages, donc vous pouvez voir ma souris que je suis rendu à la page 1 sur 9, à chacune des pages, vous avez un lexique immobilier. Donc, si par exemple, vous êtes en train de faire une saisie et que vous ne savez pas ça veut dire quoi, PAC, on va dire, mais évidemment, c'est promesse d'achat conditionnelle, mais vous ne savez pas, vous pouvez toujours vous référer au lexique immobilier. Puis à chacune des pages, ce lexique va s'adapter à la page que vous êtes. Donc, vous pouvez à ce moment-là mieux vous comprendre qu'est-ce que chaque section de chacune des pages veut dire. Là, évidemment, vous avez l'avis de divulgation. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Vous avez un intérêt direct ou indirect. L'intérêt direct, c'est si vous vendez votre propriété à vous. Si vous avez un intérêt indirect, ça veut dire que vous êtes en train de vendre la propriété de votre conjointe, de votre conjoint, de votre père, mère, frère, sœur. Donc ça, c'est un intérêt indirect. Là, si par exemple, vous me posez la question, je vends la maison de mon meilleur ami, est-ce que c'est quand même considéré comme un intérêt indirect? Bien, si par exemple, on se réfère au lexique immobilier, ça nous dit dans le doute divulgué. Dans tous les cas, ça nous dit son père, sa mère, conjoint, etc. Dans le doute divulgué, puis c'est l'OACQ qui le mentionne. Là, si par exemple, vous n'êtes pas certain encore, évidemment, appelez l'OACQ. Ils vont vous dire si oui ou non, vous allez devoir remplir le formulaire d'avis de divulgation pour vendre la propriété de votre meilleur ami. Donc, ça, c'est assez simple à comprendre. Direct, c'est votre propriété. Indirect, si c'est par exemple père, mère, conjoint, conjointe. Puis, si on étend la relation du cercle, si on voit ça comme ça, si vous n'êtes pas certain, vous avez vu, le lexique nous dit divulguer. Sinon, ben, pour en avoir le cœur net, ben, vous appelez l'OACQ, ils vont vous dire. Par la suite, vous avez le numéro du contrat de courtage. Donc, tout contrat de courtage qui a été signé dans Instant Forms a un numéro à 5 chiffres. Donc, vous écrivez le numéro en temps et lieu. Si c'est une location, vous l'écrivez à cet endroit-là. Et ça peut arriver où est-ce que des courtiers vont remplir un contrat de courtage avec un document autre que ceux qui sont dans le système d'Instant Forms. Donc, évidemment, vous avez un numéro unique à ce moment-là. Donc, vous allez écrire ce numéro ou le champ en soi de ce contrat de courtage là, que vous avez utilisé qui ne provient pas de Instant Forms. Par la suite, le genre de propriété, en fait, c'est assez simple. Vu que c'est une unifamiliale, c'est quoi? Est-ce que c'est un bungalow? Est-ce que c'est à étage, à palier multiple, maison mobile?
Donc, ça, c'est facile à comprendre. Le type de bâtiment, est-ce que c'est isolé, jumelé, en rangée? Donc, vous le sélectionnez à ce moment-là. Ici, on va y donner un prix de 4 millions, on va dire. Après ça, est-ce que si vous vous demandez, est-ce que vous devez mettre la TPS ou la TVQ? Ça, évidemment, chaque propriété est unique. On va dire une nouvelle propriété qui vient d'être construite normalement, elle est neuve. Donc, vous mettez la TPS ou TVQ. Si jamais vous ne savez pas, par exemple, si vous vendez un bloc commercial ou quoi que ce soit, référez-vous encore une fois au lexique immobilier. On va vous dire dans quel cas vous allez devoir ajouter les taxes. La date de signature de contrat, là, évidemment, vous la mettez et la date d'expiration, avis à tous. Si vous voulez que votre propriété soit affichée sur centris.ca, votre contrat de courtage maintenant doit être d'une longueur, d'une durée de 30 jours et plus. Donc, si par exemple votre contrat de courtage est d'une durée de 2 semaines, votre propriété ne sera jamais affichée là, sur centris.ca. Donc, également, ça, je vais avoir besoin de votre attention parce que c'est quelque chose aussi qui ne semble pas être bien assimilé par tous. Vous savez que le règlement vous oblige à rentrer votre inscription 5 jours après avoir signé le contrat de courtage. Également, du moment que vous commencez une saisie, vous avez 5 jours pour la rentrer. Donc, on va juste faire un exemple ensemble. En ce moment, aujourd'hui, on est le 3 juin, mais j'ai signé mon contrat le 1er juin. Donc, théoriquement, j'ai 5 jours après la date de ma signature de contrat de courtage selon le règlement pour soumettre mon inscription dans le système. Donc, si on prend le calendrier, moi, j'ai signé mon contrat de courtage le 1er juin. Donc, théoriquement, j'ai 5 jours après. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le règlement stipule que j'ai jusqu'au 6 juin à minuit pour rentrer mon inscription dans le système. Par contre, aujourd'hui, on est le 3, puis je viens de commencer ma saisie aujourd'hui. Donc, théoriquement, j'ai jusqu'à quand pour rentrer ma saisie? J'ai encore jusqu'au 6 à minuit parce que mon contrat de courtage a été commencé le 1er juin. Donc, même si j'ai commencé aujourd'hui le 3, le règlement stipule que vous avez 5 jours suite à la signature de votre contrat de courtage pour rentrer l'inscription dans le système. Donc, même si, par exemple, on va dire j'ai commencé ma saisie le vendredi le 5, le règlement stipule que c'est quand même à partir de la signature du contrat de courtage. Donc, j'aurai quand même le droit jusqu'au 6 à minuit. Évidemment, si vous commencez aujourd'hui le 30, le 3 juin, par exemple, une saisie reste incomplète pendant 5 jours. Donc, si le 6, vous n'avez pas soumis votre inscription, on va dire parce que le photographe s'est blessé, vous n'avez pas eu accès aux photos, bien, théoriquement, 1, 2, 3, 4, 5, votre saisie va être disponible jusqu'au 8 à minuit. Donc, si on va dire là, le lundi, le 8, le photographe vous donne les photos, puis il fait OK, c'est beau, vous ajoutez les photos dans la saisie, puis là, vous cliquez sur le petit crochet pour soumettre l'inscription puis l'afficher, le système va vous dire non, il y a une erreur. La date de contrat de courtage, en fait, doit être ultérieure, par exemple, pour le 6 juin. Donc, vous n'allez pas être en mesure de la soumettre. Vous allez devoir appeler le service aux membres de votre chambre immobilière respective. Eux vont vérifier avec vous pourquoi est-ce que vous n'avez pas soumis votre inscription le 6. Évidemment, par la suite, vous avez particularité du bâtiment. Est-ce que c'est une intergénération saisonnier? Tout dépendamment. On va regarder cette section-là plus tard. Suite à ça, nous avons la déclaration du courtier. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans cette section-là parce que c'est un formulaire légal, puis ce n'est pas ma force, étant donné que c'est vraiment votre force à vous. Et non plus, je n'ai pas l'expérience ou les connaissances requises à ce moment-là, étant donné que je ne suis pas courtier. Donc, déclaration du courtier, de manière générale, je vais juste vous l'expliquer de manière superficielle. Puis si jamais vous avez des questions, je vous réfère au lexique ou même allez vous-même consulter le formulaire sur Instanet Forms ou appeler l'OACQ en ce moment-là.
La déclaration du courtier, de manière superficielle, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous passez une entente, on va dire, avec le vendeur concernant la rétribution. Donc, par exemple, on va dire que vous avez négocié avec votre vendeur que si, par exemple, c'est le vendeur qui trouve l'acheteur par lui-même, ben, vous renoncez, on va dire, à votre commission. Donc, encore une fois, c'est juste un exemple que je vous donne. Je ne sais pas que c'est juste ça une déclaration du courtier, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, ce formulaire-là, si par exemple vous avez eu une entente, on va dire, avec le vendeur ou pour le courtier collaborateur. Donc, si par exemple, évidemment, de plus en plus de gens prennent des marches le soir, on va dire, ces jours-ci. Mais qu'est-ce qui arrive si par exemple, il y a un couple qui marche sur un quartier puis qui trouve, qui vont cogner à la porte de la maison, puis ils disent bon, c'est beau, je veux acheter ta maison, je te fais un chèque en ce moment, puis c'est tout. Mais théoriquement, c'est pas vous qui avez trouvé le courtier, ça a été l'acheteur est apparu de nulle part. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne encore une fois. Si jamais vous avez des questions, référez-vous au lexique, à l'OACQ ou même peut-être même à votre bureau, ils vont être en mesure de vous assister à ce moment-là. Donc ici, rétribution du collaborateur, vous mettez, ça va être quoi le pourcentage, le prix, si c'est une location, ça vous le dit encore, est-ce que ça va être un pourcentage sur le loyer, un prix fixe ou un nombre de mois? À vendre par le propriétaire, ça serait intéressant si jamais vous avez la chance de le remplir. Pourquoi? Bien, parce que nous, ça nous permet de faire des comparaisons avec, évidemment, les autres sites Internet. Donc, on veut voir l'évolution des prises de marché, etc. Donc, si par exemple, le proprio va vendre sur Kijiji du proprio, etc., s'il vous plaît, juste le cocher. Comme ça, nous, ça va nous permettre de faire le suivi puis de mieux comprendre l'état du marché actuel. Publication sur Internet, c'est quoi? En fait, c'est voulez-vous que votre propriété soit affichée sur centris.ca, Realtor, votre site Internet. Donc, si vous cochez non, votre propriété va seulement être affichée sur Matrix, sur SAM, mais elle ne va jamais être affichée sur centris.ca, votre site Internet Realtor. Donc, ça, je l'ai vu à plusieurs reprises avec des courtiers qui m'appellent en panique en me disant ben, je viens de m'en rendre compte, ça fait une semaine que j'ai soumis mon inscription. Puis mon client, il vient de faire un tour sur centris.ca, il ne voit pas sa propriété. Par contre, elle est là sur Matrix. Donc, on fait juste faire un petit tour sur la saisie à la source, puis on se rend compte que le courtier avait coché non sur publication sur Internet. Donc, évidemment, ça fait une semaine que la propriété est juste pas visible sur centris.ca. Donc, portez attention à ce champ-là. Une fois que vous avez terminé cette section-là, moi, ce que je conseille au courtier, c'est cliquez sur la petite disquette. À chaque fois que vous terminez une section, cliquez sur la disquette. Pourquoi? Ben, tout simplement, vous ne voulez pas qu'il y ait une panne de courant. Vous ne voulez pas que votre chat mange le fil du Wi-Fi. Vous ne voulez pas qu'il arrive n'importe quoi puis que vous étiez rendu à la page 8, on va dire, puis que vous venez de perdre votre connexion Internet puis vous allez être obligé de tout recommencer. Donc, tout simplement, c'est juste un réflexe que moi, je vous conseille d'avoir à chaque fois que vous terminez une section. Cliquez sur la petite étiquette pour enregistrer. Ça va être fait. Vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Par la suite, à la page 2, dans le fond, on ajoute l'adresse, tout simplement. Donc, par exemple, vous avez toutes les régions administratives de la province. Vous avez toutes les régions administratives de la province, donc vous pouvez à ce moment-là, on va cliquer sur Montérégie. Puis comme vous savez, s'il y en a plusieurs d'entre vous qui proviennent de la grande région de Montréal, la Montérégie, c'est loin, c'est gros. Vous avez plusieurs villes que vous avez à ce moment. Donc, évidemment, si vous ne voulez pas aller au travers de toutes les villes, c'est très simple. Vous cliquez par exemple sur la petite loupe, puis on va dire que c'est Varennes. Donc, vous tapez seulement VAR, puis ça vous le sort directement. Donc, vous n'allez pas être obligé d'aller chercher puis descendre dans le menu déroulant pour aller trouver Varennes là, qui est à la fin complètement. Donc, encore une fois, c'est juste sur la petite loupe. Là, on va se donner un exemple. On va dire que on va aller à Greenfield Park. Donner le nom civique de l'adresse, on va dire, 120, je sais pas, 116. La rue, encore une fois, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas descendre toutes les rues, vous avez encore la petite loupe. Donc, vous tapez, par exemple, l'adresse, le nom de la rue, puis vous l'avez juste ici.
Et voilà. Évidemment, le quartier, s'il y en a, code postal, vous l'ajoutez, le cadastre, etc. Si vous avez une rue privée ou appartement, l'appartement, ça, c'est quelque chose, c'est une erreur que je vois à plusieurs reprises, des courtiers qui oublient souvent dans les condos d'ajouter le numéro d'appartement, puis qui, du moment qu'ils soumettent l'inscription, le listing est juste jamais disponible sur Matrix ou sur centris.ca. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de fortes chances que votre condo a été rejeté. Pourquoi est-ce que votre condo a été rejeté? C'est parce que si, par exemple, vous ne mettez pas le numéro d'appartement, c'est comme si vous êtes en train de dire au système que vous vendez la propriété, le bloc au grand complet, ce qui est évidemment impossible, on va dire, parce que il y a de fortes chances qu'il y a d'autres condos qui se vendent à l'intérieur même de cette adresse. Donc, je vous donne un exemple qui est arrivé à plusieurs reprises. La Tour des Canadiens, c'est une quantité innombrable de condos. Donc, évidemment, il y a plusieurs condos qui sont en vente en même temps dans cette Tour des Canadiens. Donc, si par exemple, vous avez oublié de mettre le numéro d'appartement, c'est comme si vous êtes en train de dire que vous êtes en train de vendre la Tour des Canadiens au grand complet. Entre vous et moi, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que votre inscription risque d'être rejetée. Puis là, vous allez être obligé de nous appeler. Si jamais on est fermé, vous allez être obligé d'attendre le lendemain parce que nous, on doit faire des vérifications. Donc, si jamais vous avez un condo, portez attention dans le numéro d'appartement, ajoutez-le. Ça va vous sauver bien du trouble. Également, positionner votre inscription, ça, c'est quelque chose que je vous conseille d'aller vérifier. Pourquoi? Bien, parce que vous savez, on va dire sur l'application de centris.ca, l'application mobile, il y a la fonction qui s'appelle façade. Donc, on va dire, là, ça vous est sûrement déjà arrivé où est-ce que vous vous promenez, puis que dans un quartier, puis vous faites juste vous promener dans un quartier, puis vous voyez des propriétés à vendre. Donc, la fonction façade, avec votre téléphone, en cliquant, on va dire que vous arrêtez en face d'une propriété qui est en vente, puis vous cliquez sur façade. Si votre inscription, elle est bel et bien assujettie au bon endroit, vous êtes censé voir votre inscription, puis vous êtes censé voir tous les détails, donc les photos, les pièces, etc. Donc, si ici, on va dire que par défaut, c'est une map de Google. Donc, normalement, c'est très, très précis, mais on va dire que ça peut arriver. On va dire où est-ce que l'emplacement va s'être mal placé pour une raison là, que Google m'échappe. Tout simplement, ce que vous allez devoir faire, c'est que, ben, écoutez, vous glissez votre souris, vous la déplacez au bon endroit. Une fois que c'est fait, évidemment, vous faites confirmer. Donc, ça prend 5 secondes, mais c'est 5 secondes qui peut peut-être vous aider à peut-être trouver un acheteur potentiel. Encore une fois, beaucoup de gens prennent des marches ces jours-ci. Donc, si, par exemple, ils utilisent la fonction façade ben, et votre inscription est mal placée, ben, vous risquez peut-être potentiellement de perdre un acheteur. Certificat de localisation, ça, il est obtenu à la ville. Donc, si vous en avez un, vous cochez oui, vous ajoutez la date. Sinon, vous ne le mettez pas. Par la suite, le délai, la date ou délai d'occupation. Donc, est-ce que vous voulez mettre une date précise ou dans les jours suivants l'acceptation d'une promesse d'achat? Donc, par exemple, on va dire que vous êtes en train de soumettre dans le système un appartement. Bien, la date de délai d'occupation risque fortement d'être le 1er juillet, vu que les baux terminent la veille. Donc là, vous indiquez à tout le monde que l'appartement est disponible seulement à partir du 1er juillet. Sinon, dans tous les cas, bien, vous pouvez mettre, par exemple, que la maison ou la propriété va être disponible dans les 60 jours suivant la promesse d'achat. Donc là, évidemment, vous allez devoir faire, par exemple, tout ce qui est notaire, inspection très, très, très rapidement. Donc ça, encore une fois, c'est date ou délai d'occupation, c'est la date que théoriquement, on peut déménager à l'intérieur de la propriété. Donc là, évidemment, vous pouvez juste mettre une date. Si, par exemple, on va dire l'appartement ou la propriété est disponible avant cette date-là, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple dans les remarques courtiers ou dans Info courtier collaborateur, faites juste rentrer un petit texte en disant que la propriété est disponible avant ça. Ici, Info sur rendez-vous, évidemment, vous pouvez cocher puis vous pouvez indiquer, par exemple, au courtier collaborateur que il y a une visite, on va dire, est seulement disponible avec un délai d'avis de 24 heures minimum. Donc, vous pouvez indiquer ça.
Par contre, il n'y a rien qui vous empêche que, on va dire, il y a un courtier qui vous envoie un IMO-Contact à 20 h le soir pour une visite le lendemain à 10 h le matin. Bien, si votre vendeur, votre client est disponible, bien, il n'y a rien qui vous empêche non plus d'accepter la visite. Donc, ça, ici, évidemment, c'est vraiment juste à titre indicatif. Il n'y a rien qui vous empêche non plus de passer au travers. Oui, ce n'est pas une obligation de mettre ce qu'on a à rentrer sur une contrat de courtage. Oui, oui, c'est ça, absolument. Donc, tu sais, par exemple, c'est juste un exemple que je vous donnais, là, on va dire c'est 1er juillet, mais on va dire pour une raison ou une autre pendant le contrat de courtage, on va dire les vendeurs ont déménagé avant, mais vous pouvez toujours indiquer, on va dire, à un autre endroit, là, on va dire info courtier collaborateur que l'appartement est disponible avant. C'est juste vraiment un exemple que je vous donnais. Donc, encore une fois, j'ai terminé l'étape 2. J'ai cliqué sur la petite disquette. Juste, encore une fois, c'est pas une sauvegarde automatique. Donc, il faut absolument cliquer sur la petite disquette pour sauvegarder. Là, par la suite, à l'étape 3, vous ajoutez les coordonnées du propriétaire. Donc, c'est très facile. Dans le fond, si vous avez un propriétaire seulement, on va dire monsieur, madame, puis vous ajoutez Centris, Montréal, bien vous ajoutez les coordonnées, donc vous ajoutez où est-ce qu'ils habitent actuellement, la municipalité, le numéro de téléphone. Également, ici, vous avez le courriel. Donc, si par exemple, vous ajoutez l'adresse courriel, si jamais votre client n'a pas d'adresse courriel, vous cliquez sur « Aucun ». Puis, la langue de correspondance, dans quelle langue est-ce que les vendeurs parlent? Donc, est-ce que c'est en français ou en anglais? C'est là que vous allez pouvoir le cocher. Si, par exemple, c'est pas une personne physique, on va dire, qui est propriétaire de votre propriété, on va dire, c'est une compagnie morale qu'on appelle, c'est une entreprise. Donc, par exemple, vous sélectionnez ici compagnie ou autre identité, puis là, vous donnez le nom de l'entreprise. Donc, on va dire immeuble Centris Inc. Un exemple que je vous donne, là, vous rentrez les coordonnées de la propriété de l'entreprise. Puis par la suite, ici, dans le représentant du propriétaire, tout simplement, vous indiquez, par exemple, que c'est un mandataire. Donc là, vous cliquez sur Madame, on va dire, puis que là, vous rentrez les coordonnées du représentant, tout simplement. Si jamais vous avez plusieurs propriétaires, bien, vous cliquez sur le petit plus ici, en bas à droite, puis vous allez devoir ajouter, par exemple, le deuxième propriétaire, ainsi de suite. Là, une fois que vous avez rentré les coordonnées, on vous demande est-ce que vous voulez que votre propriétaire participe à Simple Avis. Donc, Simple Avis, de manière générale, qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel outil Centris qui est apparu au courant de l'automne. C'est quoi son objectif? C'est de remplacer tout ce qui est Telegram, tout ce qui est huissier. Beaucoup de courtiers se sont plaints dans le passé où est-ce que les télégrammes, les huissiers sont fermés le soir, la fin de semaine, puis lorsqu'on a une promesse d'achat de 72 heures, ben on est comme un petit peu pris dans les limbes, si on voit ça comme ça. Donc, Simple Avis, c'est un outil qui a été développé par Centris, puis le tout fonctionne par adresse courriel. Donc, là, évidemment, il faut que tout le monde participe. Le vendeur, courtier inscripteur, collaborateur et l'acheteur. Il faut que tout le monde veuille participer à Simple Avis. Puis une fois qu'on a la participation de tout le monde, c'est là qu'on va envoyer notre promesse d'achat de 72 heures. Puis le tour est joué. Le tout est envoyé par courriel. Donc, vous allez pouvoir procéder comme ça, au lieu de passer, par exemple, d'attendre après un huissier. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez toujours cocher non. Si jamais vous changez d'avis ou votre vendeur change d'avis, il n'y a rien qui vous empêche d'aller dans l'outil de Simple Avis puis d'aller rajouter ces coordonnées après. Donc, ça, je vous l'explique de manière très superficielle, évidemment, parce que ce n'est pas une formation de Simple Avis. Mais si jamais vous avez des questions, il y a une formation, par exemple, sur Simple Avis qui se donne demain, vous pouvez toujours vous y inscrire. Mais dans tous les cas, Simple Avis, son objectif, c'est de remplacer huissier et Telegram pour tout ce qui est, par exemple, promesse d'achat.
Également, je tiens à vous préciser que les coordonnées du propriétaire ne sont jamais disponibles sur Matrix ou ailleurs. Donc, c'est vraiment juste pour vous comme courtier inscripteur. Donc, sur Matrix, on ne va jamais voir, par exemple, son courriel ou son numéro de téléphone. On va dire, c'est vraiment juste pour vous. Évidemment, si la propriété a une hypothèque en ce moment, vous pouvez cliquer sur oui ou non, puis vous allez pouvoir rentrer les coordonnées à ce moment-là. Donc, c'est le créancier, le solde, etc., etc. Si jamais vous avez cette information-là, le système risque de vous la demander, dépendamment de la catégorie ou de comment vous avez rentré les coordonnées à ce moment-là. Par la suite, on ajoute ici les données superficielles, on va dire, de la propriété. Donc, vous ajoutez par exemple l'année de construction. Si jamais elle n'est pas encore construite, bien, vous avez par exemple en construction inconnue, particularité de la construction centenaire, historique, neuve. Évidemment, si ça correspond à rien de tout ça, bien, vous laissez ce champ vide. Même chose ici pour la date de livraison. Les dimensions du terrain, encore une fois, vous les ajoutez. Du bâtiment également. Puis par la suite, ça vous demande est-ce que vous voulez l'ajouter en pieds ou en mètres carrés. Si vous cochez sur régulière, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, on va dire, la superficie du terrain n'est pas un rectangle ou n'est pas un carré qu'on retrouve normalement dans les propriétés. Donc, ça peut être un polygone avec plusieurs arrêts. Donc, si jamais c'est le cas, on va dire pour une ferme, une fermette. Et là, vous cliquez sur irrégulier. Par la suite également, on va dire la superficie habitable, ça c'est normalement plus dans les condos. C'est rare qu'on a cette information-là, on va dire, dans le certificat de localisation. C'est souvent dans les condos où est-ce qu'on va voir la section de superficie habitable. Donc, inquiétez-vous pas, c'est normal si vous n'avez pas cette information-là pour une unifamiliale. Évidemment, le zonage, encore une fois, ça, vous risquez de l'avoir ça dans le certificat de localisation. Si jamais vous avez des questions, regardez même ici, le système vous dit que en fait, le système vous conseille d'appeler la municipalité si jamais vous trouvez que vous êtes dans une ambiguïté quelconque. Donc, si jamais vous n'êtes pas certain, appelez la municipalité, ils vont pouvoir vous assister à ce moment-là. Est-ce que c'est une reprise, contrôle de justice? Donc, à ce moment-là, est-ce que la propriété a été prise en possession par la banque, par des créanciers ou quoi que ce soit? Si oui, si jamais c'est le cas, vous cliquez sur une de ces options. Sinon, évidemment, vous cliquez sur non. Vente sans garantie légale de qualité ou vente avec garantie légale. Ça, dans le fond, c'est à votre discrétion, à la discrétion du vendeur plutôt. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi la différence ou vous ne savez pas quoi conseiller à votre client, je vais vous référer ici au lexique immobilier. Puis, vous allez pouvoir voir c'est quoi la différence entre une garantie de qualité légale et l'exclusion de la garantie légale de qualité. Donc, évidemment, je ne pourrais pas être en mesure de passer en détail avec vous ces deux gros paragraphes. De un, par question de temps, mais deux, plus précisément, de manière plus importante, c'est que je n'ai pas, encore une fois, l'expertise ou les connaissances ou la certification, on va dire, de l'OACQ pour pouvoir me lancer dans la différence entre les deux. Donc, je vous laisse vraiment si jamais vous ne savez pas c'est quoi, d'aller dans le lexique, puis de regarder c'est quoi la différence entre les deux. Si vous n'êtes toujours pas certain, appelez peut-être votre agence ou l'OACQ voir pour savoir quelle est la vraie différence entre les deux, puis après ça, vous conseillez votre client en temps aigu. Évidemment, si vous vendez une unifamiliale, vous avez une déclaration du vendeur, à moins que ce soit une reprise. Donc, si ce n'est pas une reprise parce que j'ai coché non, théoriquement, en fait, obligatoirement, vous avez une DV. Donc, cette DV-là, vous la faites remplir sur une Forms, vous l'envoyez à votre client. Vous ajoutez le numéro de DV à ce moment-là. Puis aussi, ici, vous avez différents champs qui vous permettent de les cocher tout dépendamment de votre situation
de votre deal. Évidemment, peut-être que certains d'entre vous pensent que je vais peut-être un petit peu trop rapidement, mais évidemment, je ne peux pas passer au travers de chacune des sections qui sont ici. On va dire, de un, par manque de temps, mais de deux, souvent que c'est certains champs qui s'expliquent tout seuls. Puis aussi, c'est des champs nécessairement qui ne sont pas toujours utilisés. Dans tous les cas, encore une fois, référez-vous au lexique immobilier, ça va vraiment être votre meilleur allié à ce moment-là. Donc, je suis déjà rendu à la page 5. Après ça, c'est ici qu'on va rentrer le nombre de pièces. Donc, là, certains d'entre vous se demandent, est-ce que les salles de bain ou les salles d'eau sont considérées comme une pièce? Si, par exemple, on se réfère au lexique immobilier, vous allez finir par penser que je suis tannant, mais non, parce que vous allez avoir votre réponse ici. Plusieurs courtiers se disent, il y a des courtiers qui ajoutent les salles de bain et les salles d'eau, puis ils les considèrent comme des pièces. D'autres qui disent, non, une salle de bain n'est pas considérée comme une pièce. Donc, c'est quoi la vraie réponse? Regardez, ça vous le dit ici. Indication du nombre de pièces excluant les salles de bain et les salles d'eau de la propriété. Donc, les salles de bain et les salles d'eau, ce n'est pas considéré comme une pièce. Donc, à ce moment-là, vous l'ajoutez ici dans la section. Là, on va juste faire un exemple avec vous. Donc, je ne vais pas évidemment rentrer 17 pièces. Je vais juste faire un exemple avec vous, donc inquiétez-vous pas. Et c'est ici qu'on va voir souvent plusieurs erreurs aussi, par mon expérience au centre d'assistance. La première étant le nombre de chambres. Donc, souvent, plusieurs courtiers qui m'appellent puis me disent, je vois dans Matrix que ma propriété, c'est indiqué 1+1, mais j'ai 3 chambres. Je vois sur centris.ca, c'est indiqué 1+1, mais si j'ai 3 chambres au total, par exemple. Puis là, ce qu'on va voir dans la saisie à la source, ben, le courtier ici, dans le nombre total de chambres, il a indiqué 2, puis dont une au sous-sol. Donc, c'est pour ça que ça sort 1+1. Pourquoi? Bien, parce que regardez, ça vous dit nombre total de chambres. Donc là, le courtier, lui, pensait que c'était 2+1, mais il n'a juste pas pris la peine de lire. C'est pour ça que ça sort 1+1, parce qu'on dit qu'on a 2 chambres au total, dont une au sous-sol. C'est pour ça qu'on a le 1+1. Là, évidemment, votre courtier dit, OK, c'est une erreur. J'ai 3 chambres, j'en ai une au sous-sol. Je veux que ça sorte 2+1. Qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Dans le nombre total de chambres, vous indiquez 3, dont une au sous-sol, puis ça va sortir 2+1. C'est aussi simple que ça. Là, par la suite, vous indiquez le nombre de pièces, où se trouve le niveau, on va dire. Et ça aussi, c'est une erreur que je vais vous expliquer, donc je vais avoir besoin de votre attention parce que c'est important de comprendre la section que je m'apprête à vous expliquer. Ce sera pas bien long, je vais juste faire semblant d'ajouter des dimensions. Donc, en fait, l'erreur commune dans ce que je m'apprête à vous expliquer, c'est pour les condos. Donc, je vous donne un exemple assez farfelu, juste pour qu'on comprenne la différence pour tout ce qui est niveau. On va dire que vous vendez un condo, un penthouse à New York. Ce condo se trouve au 175e étage. Évidemment, vous vendez ce condo qui se trouve au 175e étage, puis est-ce que par la suite, toutes les pièces se trouvent au même niveau? Donc, par exemple, lorsque vous ouvrez la porte au 175e étage, est-ce que toutes les pièces sont sur le même niveau? Si votre réponse est oui, ça veut dire que toutes vos pièces se trouvent au premier niveau rez-de-chaussée. Votre niveau n'est pas au 175e niveau. Parce que vous êtes en train de dire que
à l'intérieur même de votre penthouse qui se trouve au 175e étage, vous êtes en train de dire qu'à l'intérieur même de ce penthouse, vous avez 175 niveaux. Entre vous et moi, c'est littéralement impossible. Ça fait beaucoup de marche à faire là, entre vous et moi. Donc, c'est pour ça que si toutes vos pièces sont sur le même niveau, que vous vous retrouviez au 6e étage, au 75e étage, au 100e étage, si toutes vos pièces à l'intérieur même de ce condo sont toutes au même niveau, toutes vos pièces se trouvent au premier niveau rez-de-chaussée. Là, ce que vous devez faire pour vous assurer, c'est vraiment lorsque vous rentrez un condo, à la description, à la page 2, où est-ce qu'on ajoute l'adresse, vous indiquez que, par exemple, c'est au 6e étage. Donc là, ça, il n'y a pas de chance, tout est correct. Si, par exemple, on cherche des condos au 6e étage, votre propriété va apparaître au 6e étage, le tour est joué. Pourquoi je vous dis de faire attention? Parce que il y a beaucoup d'erreurs qui se font à ce niveau-là. Je vous donne un exemple qui est plus fréquent. On va dire, vous êtes en train de saisir un condo qui se trouve au 3e étage. On va dire au 2e étage, juste pour que vous voyez l'ampleur des difficultés. Vous êtes en train de saisir un condo qui se trouve au 2e étage. Par réflexe, comme courtier, vous dites, bon, ben, tous les niveaux se trouvent au 2e niveau. La réponse, c'est non. Si, par exemple, toutes les pièces se trouvent toutes au même étage, c'est encore une fois premier niveau rez-de-chaussée. Parce que du moment que vous ouvrez la porte, toutes les pièces sont sur le même niveau. Il n'y a aucune marche quelconque. Donc, par exemple, si vous avez une mezzanine, ben là, à ce moment-là, la mezzanine se trouve au 2e niveau. Donc, par exemple, si on va dire, vous comprenez mal cette définition, ben, je vais vous donner encore un exemple encore plus pertinent. Si vous dites que vous êtes en train de saisir un condo au 2e étage, puis là, juste par défaut, par erreur, vous mettez que la cuisine, 2e niveau, chambre à coucher, 2e niveau. Mais là, la mezzanine, vous faites quoi avec la mezzanine? Parce que la mezzanine, normalement, c'est un étage supplémentaire à l'intérieur même de l'appartement. C'est quoi que vous allez mettre comme mezzanine? Vous allez mettre 3e niveau? La réponse, évidemment, c'est non, parce que là, théoriquement, selon votre logique, vous êtes en train de dire que parce que votre condo est au 2e étage, que toutes les pièces sont au 2e niveau aussi, ce qui est faux. Mais là, vous êtes en train de dire que la mezzanine est théoriquement au 3e niveau, au 3e étage. Vous comprenez que ça fait aucun sens à ce moment-là. Donc, vous indiquez, par exemple, la cuisine, la chambre à coucher, c'est tout au 1er niveau. Puis la mezzanine, évidemment, vu qu'il y a des marches à l'intérieur, c'est au 2e niveau du condo. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça, par exemple, que ça arrête au 4e niveau, parce qu'entre vous et moi, au-delà de 4 niveaux dans une unifamiliale ou dans un condo, c'est très rare, c'est presque impossible. Par la suite, vous avez revêtement de sol. Donc là, vous indiquez ça va être fait en quoi le sol. Puis, vous indiquez si vous avez un foyer poêle. Évidemment, vous avez une information supplémentaire que vous devez indiquer. Donc, si par exemple, c'est, on va dire la chambre à coucher, on va dire que le plafond est en or. Évidemment, c'est quand même farfelu, mais c'est quand même une information intéressante, on va dire. C'est un certain cachet, on va dire. Alors, vous indiquez plafond en or. T'sais. Et voilà. Donc là, lorsqu'on va voir la propriété sur Matrix, on va voir que cette chambre à coucher, le plafond est en or. En anglais, ben, si par exemple on regarde la propriété dans la plateforme anglaise de Matrix ou de Centris.ca, si vous écrivez en français, vous n'êtes pas obligé d'écrire en anglais. Par contre, si vous voulez absolument écrire un texte en anglais, au préalable, ça doit être écrit en français aussi. Espace additionnel, ben, si par exemple vous avez un garage, on va dire, puis vous rentrez les dimensions de celui-ci. Et par la suite, au bas de la page, vous avez des dimensions et des pièces par niveau, section intergénération. Ça vous dit que cette section est visible uniquement seulement quand le champ intergénération dans la section préliminaire est coché. Donc là, si par exemple, on va faire juste un petit retour en arrière, on retourne à la première page. Si ici, ce n'était pas coché, on va dire que je vais le cocher. Et je retourne à la page 5.
vous voyez que maintenant, j'ai une section qui s'appelle intergénération. Donc là, je vais rentrer les dimensions des pièces pour on va dire cet appartement, si on voit ça comme ça. Donc, vous allez pouvoir l'ajouter si jamais vous avez une intergénération. Je vais juste l'enlever. Et on va retourner à la page, à la description des pièces. Vous voyez, je n'ai plus accès à la section intergénération. Par contre, j'ai toujours accès à la section des revenus supplémentaires. Revenus supplémentaires / bachelor / garçonnière. Normalement, c'est quoi la différence entre une intergénération et une garçonnière? C'est qu'une intergénération, on va dire, c'est juste, vous avez décidé d'aménager votre sous-sol pour que quelqu'un puisse habiter dedans, on va dire votre grand-mère, vos parents. Donc, eux, ils sont à l'intérieur de cet appartement-là, on va dire, mais ils ne vous apportent aucun revenu. Donc, c'est vraiment juste ça. Tandis qu'une garçonnière, vous devez avoir obligatoirement remplir certains critères, souvent émis par la propre ville dans laquelle se trouve la propriété. La plupart du temps, on vous demande qu'il y ait un numéro civique indépendant de la propriété. On vous demande, par exemple, qu'il y ait une porte indépendante de la propriété. Et puis, évidemment, que vous avez un bail de location. Donc, que vous ramassez des revenus. Donc, si vous n'êtes pas certain si votre propriété en ce moment, c'est une intergénération ou c'est un revenu supplémentaire, évidemment, référez-vous à votre vendeur, à votre client. Sinon, également, référez-vous à la ville pour savoir si, par exemple, l'intergénération, on va dire, peut théoriquement, est-ce que l'intergénération peut théoriquement être considérée comme une valeur locative? On va dire si, par exemple, vos parents quittent le sous-sol, est-ce que vous allez pouvoir le louer, on va dire, cet appartement? Bien, référez-vous à la ville, puis ils vont vous dire est-ce que si vous correspondez aux critères. Si oui, bien là, évidemment, vous rajoutez ici revenu supplémentaire. Donc, par la suite, nous avons ici la section des taxes et dépenses. En fait, ça, c'est très simple. Souvent, on a cette information-là à partir de la ville elle-même. Donc, vu que c'est des informations qui sont publiques, théoriquement, vous avez accès à cette information-là. Sinon, évidemment, le proprio ou la propriétaire a ces informations dans son relevé de compte de taxes, tout simplement. Donc, il devrait avoir cette information-là. Puis, vous ajoutez seulement les données qui s'y trouvent. Et vous allez pouvoir l'ajouter en conséquence. Évidemment, souvent, on va dire que c'est une nouvelle propriété, bien, théoriquement, qui vient tout juste d'être construite. Théoriquement, ça se peut que vous n'avez juste pas accès. C'est quoi les taxes municipales, scolaires ou la valeur du terrain. Évidemment, vous cliquez sur non émise si jamais c'est le cas. Évidemment, ça ici, vous pouvez l'ajouter si jamais là, le coût en électricité, combien ça vous coûte. Ici, c'est par exemple si vous avez un condo, là, vous mettez les frais communs. Donc, à ce moment-là, vous pouvez toujours l'ajouter. Donc, cette section-là, oui, je passe rapidement, mais cette section-là, je ne suis pas non plus obligé d'aller section par section parce que ces informations-là, vous l'avez déjà sur, par exemple, comme je vous dis, sur le site même de la ville ou sur le relevé de compte de taxes. Donc, tout simplement, vous prenez ce document puis vous ajoutez les champs qui s'y trouvent à ce moment-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Ici, la page 7, ça aussi, c'est un champ que je considère que c'est une section qui n'est pas bien maîtrisée, puis que je crois fortement que chaque courtier qui rentre une inscription dans le système, malgré le fait que c'est une section qui peut être longue, parce qu'on peut passer au travers de plusieurs champs que vous pouvez voir dans ma colonne de gauche, je considère que c'est une caractéristique, une section qu'on doit prendre le temps de faire et de remplir pour deux raisons. La première raison, c'est, par exemple, si vous êtes courtier inscripteur, puis évidemment, on va dire que vous vendez un condo, puis ce condo, on va dire, il se trouve en face du métro Bonaventure.
puis que parce que vous étiez pressé, puis dans la section de proximité, vous n'avez pas coché la section métro, bien, par exemple, quelqu'un qui est sur centris.ca, quelqu'un du public, ou un courtier qui fait des courriels automatiques dans Matrix ou sur SAM, puis qui est dans ses critères de recherche, il a coché métro, mais votre propriété ne va jamais apparaître dans les choix parce que vous avez décidé de passer au travers de cette section-là rapidement, vous n'avez pas coché la section métro, donc vous êtes en train de perdre des acheteurs potentiels juste à cause de ça. Aussi, dans tous les cas, si par exemple vous êtes courtier collaborateur, évidemment, vous créez des courriers automatiques pour vos clients, donc vous voulez vous assurer que vos clients reçoivent vraiment toutes les propriétés qui correspondent à vos critères de recherche, puis que vous ne voulez pas non plus manquer des propriétés. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde de vous assurer que ces champs-ci soient remplis adéquatement. Vous ne voulez pas perdre des clients, vous ne voulez pas perdre des acheteurs potentiels parce que vous n'avez pas voulu prendre le temps nécessaire pour passer au travers de cette section-là. Puis, comme je vous dis, qu'est-ce qui arrive, c'est par exemple, il y a un acheteur qui veut absolument trouver un condo à côté du métro Bonaventure, puis que juste parce que vous n'avez pas décidé de cocher l'option métro et que lui l'a sélectionné dans ses critères de recherche, bien, vous êtes théoriquement en train de passer à côté d'un acheteur. Donc, c'est important de vraiment faire les critères qui sont à votre gauche, pas parce qu'ils sont tous là que nécessairement vous allez tous obligés de les remplir ou d'écrire de l'information à l'intérieur, c'est pas ça que je dis, parce que c'est pas toutes les propriétés qui ont la possibilité de remplir tous les champs. Donc, par exemple, un condo, il n'y a pas nécessairement des piscines ou une rénovation, donc vous n'êtes pas non plus obligé de tout faire, mais par contre, juste prenez le temps d'ouvrir chacune des sections, puis de voir est-ce que ma propriété en ce moment correspond à un des critères ci-dessous. Si oui, bien, écrivez l'information parce que vous ne voulez pas perdre encore une fois des acheteurs potentiels parce que eux, ils cherchent, on va dire, une fenestration d'aluminium, mais vous n'avez juste pas pris la peine d'aller remplir ce champ. Donc, si quelqu'un fait une recherche avec fenestration aluminium et vous ne l'avez pas coché, c'est tant pis pour vous. Vous venez de passer à côté d'un acheteur potentiel à cause de ça. Donc, ça, vous allez pouvoir le remplir au fur et à mesure que vous faites votre saisie. Par la suite, ici, vous avez différentes sections. Vous avez inclusion, exclusion, info, remarque publique. La différence, dans le fond, je vous ai expliqué entre chacune d'elles. Elles sont relativement assez simples de comprendre. Par exemple, on va sur centris.ca. Puis je vais aller aussi sur Matrix, on va dire. Juste pour vous faire visualiser. Je sais que plusieurs d'entre vous savent la différence, mais certains d'entre vous sont souvent des nouveaux courtiers. Donc, je vais quand même vous faire la distinction entre les deux. OK. Donc, on va dire qu'on prend, par exemple, cette propriété. Donc, si on retourne sur la section ici, inclusion, exclusion. Donc, évidemment, vous ajoutez les inclusions qui viennent avec la vente de la propriété ou, par exemple, vous écrivez aussi les exclusions qui ne viennent pas avec la propriété. Donc, inclusion, vous pouvez mettre, par exemple, poêle et frigidaire. Et dans inclusion, vous pouvez dire que la beurre sécheuse ne vient pas avec la vente de la propriété. Encore une fois, si vous écrivez un texte en français, vous n'êtes pas obligé de l'écrire en anglais. Mais si vous l'écrivez en anglais, par défaut, vous devez absolument l'écrire en français. Et n'oubliez pas que vous avez une limite de caractères. Donc, la section inclusion-exclusion se trouve au bas de la page dans Matrix. Donc là, évidemment, il n'y a aucune exclusion. Le courtier a juste mis des inclusions. Même chose, si on va dire, on prend ce numéro centris et qu'on va sur centris.ca.
Là, après ça, vous avez section info courtier collaborateur. Donc, cette information-là est seulement disponible dans Matrix. Et où est-ce qu'on trouve ça? Ça va être sur, par exemple, le petit i en haut à droite. Et une nouvelle petite fenêtre s'ouvre. Donc, vous pouvez voir info ici, courtier collaborateur, fausse éthique conforme pour 4 chambres, même si possible 5 chambres. Donc, ça, c'est vraiment juste une information qui est accessible pour les courtiers. Donc, cette information-là n'est pas disponible publiquement. C'est vraiment juste pour les courtiers. Elle va se trouver dans cet endroit. Aussi simple que ça. Donc, encore une fois, en français ou en anglais, dépendamment si on regarde la fiche en anglais ou en français. Remarque courtier, encore une fois, c'est une section qui est seulement disponible sur Matrix ou sur SAM. Donc, où se trouve la section remarque courtier? Sur une propriété, vous la voyez ici. Véritable domaine avec approximativement 4 acres de terrain puis un ruisseau. Donc, ça, encore une fois, c'est juste disponible sur Matrix et sur SAM, d'où le fait qu'on vous dit remarque courtier seulement. La remarque publique, ça va être sur centris.ca. Donc, on va être en mesure de voir ce texte-là. Évidemment, le courtier a mis le même texte dans remarque courtier et remarque publique, donc c'est pour ça que c'est le même texte. Mais ça peut être très différent où est-ce que le courtier va écrire un texte X ici, puis un texte Y ici. Donc là, l'information sur centris.ca va être différente. Donc, remarque publique, c'est sur centris.ca et sur votre site Internet. Puis, vous avez une limite de caractère de 350. L'addenda, dans le fond, c'est juste une section où vous avez 3000 caractères. Donc, vous pouvez écrire là vraiment beaucoup plus d'informations. Puis l'addenda, évidemment, va être disponible sur Matrix, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup plus d'infos ici dans l'addenda que dans remarque courtier. Pourquoi? Bien, parce que je suis pas mal certain que le texte que je viens de souligner a plus que 350 caractères. Donc, le courtier n'aurait pas pu l'ajouter dans remarque courtier. C'est pour ça qu'on a l'addenda. Même chose ici pour la saisie à la source. Pour voir l'addenda, il faut absolument aller sur la fiche détaillée. Donc, c'est où est-ce qu'on s'en va sur votre site Internet. Là, il ne semble pas que cette propriété ne semble pas avoir une fiche détaillée. Ah, parce que c'est une nouvelle inscription, tout simplement. À titre informatif, lorsqu'il y a une nouvelle inscription, il peut exister un délai de 1 heure avant qu'on voit votre propriété sur centris.ca puis qu'on va dire la fiche détaillée s'ajoute également. Donc là, évidemment, c'est une nouvelle inscription, donc je n'ai pas encore la fiche détaillée. Mais si, par exemple, j'avais la section des fiches détaillées, je serais en mesure d'aller voir, par exemple, l'addenda sur votre site Internet ou peu importe le site là, dans lequel vous voulez rediriger votre inscription. Donc, j'espère que ça va pour cette section-ci. Évidemment, évidemment, c'est à votre discrétion. Par contre, je pense que c'est ici que, comme courtier, vous allez être en mesure de vous démarquer parce que vous allez pouvoir ici aller sortir votre plume puis aller faire aller vos beaux mots pour vendre votre propriété, la remarque publique, addenda, remarque courtier. Puis, évidemment, d'aller cocher tous les champs qui correspondent à votre propriété. Encore une fois, si vous ne prenez pas le temps de le faire, vous risquez de passer au travers de champs. Évidemment, faut être conséquent, puis faut être professionnel dans ce que vous remplissez parce que vous ne voulez pas non plus, juste pour vouloir que votre propriété sorte, peu importe la recherche qu'on fasse, vous ne voulez pas non plus rajouter cocher toutes les informations. Parce que là, de un, ben, vous perdez vous-même de la crédibilité. De deux, ben, vous faites perdre un petit peu de la crédibilité à l'ensemble des courtiers dans le fond, on va dire, qui font exprès d'ajouter de la mauvaise information juste pour essayer de vendre à tout prix. Puis de trois, si par exemple, on va dire, c'est flagrant, là, vous avez fait exprès, on va dire, d'ajouter de la fausse information, comme courtier immobilier, vous pouvez toujours faire des irrégularités. Donc, je vais vous montrer comment faire, par exemple. Donc, on va dire, d'accord, que cette propriété, le courtier, dans proximité, a coché hôpital, métro, quoi que ce soit. Mais là, c'est à Prévost. Il n'y a pas de métro à côté de Prévost.
Donc, évidemment, le courtier a mis une mauvaise information. Vous pouvez tout simplement cliquer sur irrégularité. Puis, vous allez par exemple dire que le contenu des photos est publié n'est pas bon. Donc, vous pouvez indiquer ici que, on va dire, vous pouvez dire courtier a affiché la Maison Blanche. Mais c'est un bungalow à Brossard. C'est juste un exemple que je vous donne. Donc là, évidemment, une fois que vous faites votre irrégularité, le courtier inscripteur ne va jamais savoir que c'est vous qui l'avez fait. Le service aux membres de votre chambre immobilière va vérifier le tout, puis en temps élevé, ils peuvent même apporter des pénalités si jamais là, on voit qu'il y a quelque chose qui était flagrant et qu'il n'était pas bon. Donc, une fois que c'est fait, vous faites soumettre. Là, je n'ai pas dit que cette propriété avait des irrégularités. J'en ai aucune idée. C'était juste un exemple que je donnais pour savoir comment faire. Donc, par exemple, là, dans proximité, c'est un champ qui est à votre discrétion. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas, une distance à pied, en vélo, en voiture. Donc, est-ce que c'est proche d'un cégep, d'un hôpital, d'un métro? Donc, encore une fois, on vous laisse votre discrétion puis votre professionnalisme prendre le dessus là-dessus. Donc, si par exemple, on va dire que vous êtes en plein cœur de Montréal puis que vous avez cliqué sur hôpital, mais l'hôpital le plus proche se trouve à 20 minutes de voiture. Entre vous et moi, est-ce que c'est théoriquement proche? C'est un peu ambigu. Par contre, on va dire que si vous êtes en Gaspésie puis que l'hôpital le plus proche se trouve à 20 minutes de voiture, entre vous et moi, c'est déjà plus légitime d'indiquer qu'un hôpital qui est proche de la propriété en Gaspésie, de 20 minutes de voiture en Gaspésie, que 20 ou 25 minutes de voiture à partir de Montréal. Donc, soyez conséquents là-dessus, puis utilisez votre bon jugement. Également, est-ce que c'est à pied, en voiture, en vélo? Donc, ça dépend, comme je mentionne, de l'emplacement géographique de votre propriété. Donc, juste soyez discret avec cette section-là quand vous l'utilisez. Donc, c'est quoi la différence entre courtier, courtier collaborateur et remarque courtier? Bien, tout simplement, ici, la remarque courtier, c'est juste une section où est-ce qu'on a plus de texte pour indiquer, par exemple, une remarque quelconque. Puis souvent, l'info courtier collaborateur, ça va être pour tout ce qui est, c'est souvent utilisé pour tout ce qui est visite, on va dire. Par exemple, j'ai souvent vu des propriétés en vente de 4, 5, 6 millions, puis que dans l'info courtier collaborateur, on indique aucune visite ne sera faite avant même d'avoir fait une enquête de crédit. T'sais. Donc, c'est juste un exemple que je vous donne. C'est souvent utiliser l'info courtier collaborateur lorsque on veut faire une visite. Évidemment, on clique sur un nom contact puis on fait la visite. Mais là, ici, ça vous permet peut-être d'avoir plus d'informations par rapport à la visite, on va dire. Une fois que c'est fait, bien, vous avez accès à tout ce qui est visite libre et caravane. Donc là, évidemment, les visites libres physiques, si je ne me trompe pas, ne sont pas encore disponibles, ne sont pas encore permises. Donc, à ce moment-là, en temps et lieu, vous allez pouvoir, par exemple, ici, indiquer que c'est une visite libre, une caravane. Vous allez pouvoir indiquer la date, l'heure et le commentaire. Donc, commentaire, ça peut être, par exemple, passer par la cour, la porte de la cour est ouverte et pas la porte principale. Ce genre d'exemple-là. Puis, vous avez une troisième section qui est la visite libre virtuelle. Donc, ça, c'est, faut prendre, dans le fond, la différence entre visite libre et visite libre virtuelle. Le virtuel, ça vous dit, c'est par rapport sur votre ordinateur. Donc, les dernières semaines, évidemment, c'était impossible. C'était interdit de faire des visites libres physiques. Mais par contre, il n'y a rien qui vous empêchait de, par exemple, créer une visite libre virtuelle. Donc là, vous aviez plusieurs plateformes à votre disposition. Vous aviez Messenger, vous aviez WhatsApp, vous aviez Instagram, vous aviez Zoom, Teams, Skype, peu importe. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est que si par exemple, vous allez sélectionner une visite libre virtuelle, comment ça fonctionnait? C'est qu'on va dire, vous utilisez Teams, puis vous organisez une visite, on va dire, le samedi 6 juin à 13h.
vous créez votre réunion, puis vous collez le lien de cette réunion à cet endroit. Donc, le 6 juin à 13 h, tout le monde qui est sur votre propriété clique sur le lien, tout le monde va être dans la même réunion en direct. Donc là, évidemment, le courtier doit être présent si jamais il y a des questions qui sont posées. Donc ça, c'est la visite libre virtuelle, c'est que c'est une réunion qui est planifiée dans le futur, dans laquelle, à l'heure et la date bien précise, ça va être en direct, puis tout le monde va participer à l'intérieur. Donc ça, c'est la visite libre virtuelle. Puis évidemment, visite libre et le caravane, ben, c'est physique. Donc ça n'a pas changé. Par la suite, la dernière page, ben, c'est la section du multimédia. Donc c'est là qu'on va ajouter les photos, le contrat de courtage, document additionnel. Puis ici, regardez, vous avez visite virtuelle. Donc, juste pour ne pas vous mélanger, quelle est la différence entre visite virtuelle et visite libre virtuelle? Bien, le mot le dit. Il y en a une que c'est une visite virtuelle. Donc, ça, c'est n'importe qui va avoir accès à ce lien-là. Donc, on va dire que le photographe vous a créé une visite 360. C'est une visite virtuelle en 3D. Puis, évidemment, ça, cette visite-là, elle est disponible n'importe quand. Puis, dans le fond, lorsque le courtier va l'avoir ajouté sur son site Internet, par exemple, vous copiez le lien Internet dans remarque courtier, remarque publique, public encore une fois, centris.ca, courtier Matrix. Puis là, n'importe qui va pouvoir avoir accès à cette visite virtuelle en 3D n'importe quand. Tandis que la visite libre virtuelle, c'est évidemment à une date et à une heure précise où est-ce que tout le monde en direct va avoir accès à cette visite libre virtuelle. Le courtier doit être présent. Donc, pour tout ce qui est l'ajout des photos, on vous le demande ici, vous avez un texte réglementaire pour tout ce qui est concernant les droits d'auteur. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas prendre des photos d'un autre courtier. Donc, si on va dire que vous êtes sur le bord d'afficher une propriété sur Matrix, puis qu'il y a un courtier juste avant vous qui a fait un contrat de courtage pour la même propriété, à moins que, par exemple, vous avez une autorisation écrite de ce courtier qui vous donne l'autorisation de prendre ses photos à lui, bien, vous n'avez pas le droit, vous devez vous-même aller prendre vos propres photos. Donc, une fois que vous avez ça, vous cochez oui. Puis, vous ajoutez les photos. C'est très, très simple. Regardez comment je vais faire. Je clique sur « Ajouter des photos ». Par la suite, ça me dit « Ajouter des photos ». Donc, je vais aller chercher, par exemple, mes photos. Je vais toutes les sélectionner. Puis, regardez ici, ça me dit la résolution minimale doit être de 640 par 480. Et donc, ça, c'est le minimum. Je vous dirais la plupart des cellulaires maintenant font des photos de meilleure qualité que ça. Si jamais vous avez des photos, là, on va dire que votre client, avec son vieux appareil photo, vous donne des photos des 140 par 480. Vos photos ne risquent pas d'être très belles, pour être bien honnête avec vous, ne risquent pas d'être grosses. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être une alternative pour aller prendre ou avoir des meilleures photos. Mais sinon, le système, le minimum, c'est 640 par 480. Une fois que vous avez ajouté vos photos, comme vous pouvez voir, elles sont ici. Elles n'ont pas été téléchargées. Je vais juste cliquer sur « Télécharger les photos ». Et voilà. Donc, regardez, les deux photos que j'ai essayé d'ajouter, les dimensions étaient trop petites. Donc, je vais essayer de voir si j'ai peut-être quelque chose d'autre dans mon ordinateur qui me permet de suivre. Voilà. Donc, par exemple, là, j'ai ajouté mes deux photos, tout simplement. Elles sont là. Vous pouvez aussi, si mettons, on va dire, vous avez ajouté une photo et elle était à l'envers, vous pouvez changer la rotation. Par la suite, c'est très simple. Vous indiquez c'est quel type de pièce. Puis, vous pouvez toujours changer l'ordre. Donc, vous faites ici déplacer après. Là, évidemment, vous avez droit jusqu'à 99 photos. Donc, si par exemple, la première photo que vous avez ajoutée, vous voulez qu'elle soit à la fin, à la 99e photo, vous n'allez pas cliquer sur la petite flèche 99 fois. Là. Vous faites tout simplement ici dans 1, on va dire, puis ça va vous dire déplacer à la fin. Puis là, la photo va aller à la fin. Là, évidemment, si on va dire on a 5 photos, ça va vous dire déplacer avant la 3, déplacer avant la 4. Donc, vous allez pouvoir les déplacer en temps et lieu. Comme vous avez pu voir, c'était très facile.
Et par la suite, pour l'ajout des documents, c'est exactement la même chose. Donc, vous avez ici contrat de courtage exclusif et ses annexes. Vous cliquez là-dessus, encore une fois, regardez Ajout des documents. Puis, vous allez sélectionner votre contrat de courtage. Vous cliquez sur Télécharger. Puis, regardez, voilà, le tout y est. Là, si par exemple, vous avez des documents additionnels, on va dire des factures de rénovation ou quoi que ce soit, c'est le même processus. Vous cliquez sur Ajouter des documents. Une fois qu'il est ajouté, il faut absolument cliquer sur Télécharger les documents. Et vous pouvez voir ici que mon document a été ajouté parce que j'ai un petit X, donc je peux le supprimer. Puis si je clique sur la petite loupe, ça me permet de voir le document que je viens tout juste d'ajouter. Dans tous les cas, vous devez par la suite indiquer c'est quel type de document. Donc, par exemple, vous regardez quelque chose de facile. Le test de périph'. Donc, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, que voici le test de périph', puis vous pouvez même donner une description française ou anglaise, dépendamment de votre document. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez terminé votre saisie, en fait, c'est très simple. Vous cliquez sur le crochet. Puis, si vous avez bel et bien rempli tous vos champs, votre inscription va être soumise sans problème. Il y a de fortes chances, ça arrive à tous les courtiers, à tout le monde, c'est tout à fait normal. Vous risquez d'avoir des petites erreurs. Donc, lorsque vous cliquez sur les erreurs, en fait, vous cliquez sur le crochet, puis ça vous dit le nombre d'erreurs. Donc, par la suite, ça vous dit c'est quoi l'erreur en soi. Donc, regardez, on va dire, moi j'ai une erreur, ça me dit le champ visite libre, caravane, heure et début est obligatoire lorsque le champ suivant visite libre caravane est coché. Donc, si je clique dessus, ça m'amène à l'endroit où est-ce que j'ai une erreur. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai indiqué que j'avais une visite libre virtuelle, mais je n'ai jamais indiqué la date. Donc, c'est pour ça que ça me dit que j'ai une erreur, parce que je n'ai pas indiqué la date en soi. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, comme là, vous pouvez voir, là, évidemment, j'ai 21 erreurs parce qu'il y a certains champs que je n'ai pas remplis, donc on va dire le code postal. Donc, ici, on va mettre, je ne sais pas, J4V 3S4. Donc, vous voyez, je suis rendu à 20 erreurs. Et ici, dans propriétaire, ça, vous voyez, c'est une section que je n'ai pas pris la peine de remplir. Donc, « 514, 762, 5264. » Je vais indiquer que c'est la résidence. Je suis déjà passé à 16 erreurs. Même chose ici pour le représentant. C'est matrice. 100, chemin du golf. Dans. On va dire que je n'ai pas de courriel. Langue de correspondance en anglais. Je suis passé à 15 erreurs, parfait. J'ai oublié d'ajouter le code postal. J'ai 3S3. J'ai 3S3. Je suis passé déjà à 13 erreurs. Donc, vous voyez, ça va quand même relativement assez rapidement. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? Le champ pièce, unité de mesure de dimension est obligatoire lorsque le champ suivant, pièces, dimensions, sont tous complétés ou cochés. Donc, c'est quoi mon erreur ici? Pourtant, j'ai les bonnes dimensions, 5.1 x 5.1. Ben, j'ai juste pas indiqué, d'un, si c'est des pieds ou des mètres. Puis ici, je vais indiquer que c'est des mètres.
Donc, si je clique sur le crochet, ça me donne combien d'erreurs? Je suis déjà passé à 10 erreurs. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, ici, le groupe système d'égout, ça va être ici, système d'égout. Vous voyez, ça m'a amené directement à l'erreur. On va dire que c'est la municipalité qui le dessert. L'approvisionnement en eau, municipalité également. Je suis déjà rendu à 8 erreurs. Donc, vous pouvez voir que là, je ne vais pas toutes les faire parce que le temps achève, mais vous pouvez voir que j'ai d'autres erreurs. Puis tout simplement, en cliquant sur l'erreur en question qu'on vous donne, vous cliquez dessus et ça va vous amener à la page en soi, puis ça va être encerclé. Donc là, nombre de salles de bain 1, nombre de salles d'eau 0. Je suis déjà rendu à 6. Et puis vous continuez à ce moment-là, tout simplement. Donc, une fois évidemment vous avez complété toutes vos erreurs, vous cliquez sur le crochet et votre inscription va être prête à être soumise dans le système. C'est aussi simple que ça.